C'est un plaisir pour moi d'être présent avec vous ce matin dans le but de vous expliquer le cours qui m'a été donné par notre excellent professeur de biologie. Aujourd'hui, nous allons devoir voir aujourd'hui l'expression urinaire ou l'appareil urinaire. Alors, je demande à la salle de soyez attentifs. Et ceux qui écrivent, vous allez devoir fermer les cahiers après l'explication, vous allez recopier s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, fermez les cahiers. Après l'explication, vous allez Madame, s'il vous plaît, fermez les cahiers. Après l'explication, vous allez fermer les cahiers. Monsieur, il est de fermer les cahiers après l'explication. Nous avons les derrière, l'oreille droite, l'oreille gauche. Nous avons, le conduit qu'on appelle les urétères. Nous avons également un réservoir qu'on appelle également la vessie. Alors, mes chers amis, où sont situés les reins? Dans le thorax. Les reins sont situés dans la cavité abdominale, immédiatement sous le diaphragme. L'oreille est située dorsalement dans la colonne vertébrale. Et le sang rentre des sacs reins par les artères rénales issues de l'aorte, et le sang sort des sacs veines rénales issues de veines caves inférieures. Alors, mes chers amis, regardons bien. Quelle est la position du rein droit par rapport au rein gauche? Quelle est la position du rein droit par rapport au rein gauche? Oui, Ousmane? Le rein droit est un peu bas par rapport à la reine. Merci beaucoup. On constate que le rein droit est un peu plus bas par rapport au rein gauche. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à la présence du foie au côté du rein droit. C'est la raison pour laquelle quoi? Le rein droit est un peu plus bas par rapport au rein gauche. Après les reins, nous avons les voies urinaires qu'on appelle les urétères. Ici, les urétères qu'on appelle également les tuyaux. À ce niveau, on remarque que les urétères portent la borne concave de chaque rein. Et à ce niveau, on remarque que les urétères portent la borne concave de chaque rein appelée hip. Et hip ici, c'est la borne concave de chaque rein qui aboutit à la vessie. Nous avons également la vessie. C'est quoi la vessie? La vessie est un réservoir, est un lieu d'accumulation, est un dépotoir, est un magasin à parois musculaires qui est rempli d'urine. La quantité dans la vessie peut être à 300 ml à 400 ml. Et lorsque la vessie est remplie d'urine, la vessie se contracte. Et cette contraction, elle est automatique. Cette contraction automatique va faire arriver dans l'urètre quelques gouttes d'urine. C'est ainsi qu'on aura envie d'uriner. C'est-à-dire qu'une fois que la vessie est remplie, la vessie se contracte. Cette contraction, elle est automatique. Cette contraction automatique va faire envoyer quelques gouttes d'urine dans l'urètre. C'est à ce moment qu'on aura envie d'uriner. Là, on peut plus garder, il faut qu'on urine. Mes chers amis, c'est ça qu'on appelle l'étude anatomique de l'appareil urinaire. Après avoir fini de faire l'étude anatomique de l'appareil urinaire, on va essayer de définir également ce qu'on appelle l'appareil urinaire. Parce qu'on ne pouvait pas définir l'appareil urinaire sans avoir fait d'abord une étude anatomique. C'est après avoir fini de faire une étude anatomique, on pourra définir maintenant ce que c'est l'appareil urinaire. Alors, ça c'est quoi l'appareil urinaire? Voici, l'appareil urinaire, c'est l'ensemble des organes qui participent à la formation continue et l'évacuation périodique de l'urine. Et dans cette définition, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a résumé au niveau de l'étude anatomique, on l'a résumé encore dans la définition. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit l'appareil urinaire, c'est l'ensemble des organes qui participent à la formation continue et l'évacuation périodique de l'urine. C'est-à-dire, l'appareil urinaire qui est là, il compose de plusieurs organes. C'est pourquoi on dit que c'est l'ensemble des organes. Le rein qui est là, le rein compose des organes également. Nous avons les urétères et la vessie. Donc,
qui participent à la formation continue qui participent à la formation continue et l'évaluation périodique. C'est-à-dire l'évaluation, la formation continue, c'est quoi? Le rein, il travaille tout le temps, il travaille continuellement, mais il évacue périodiquement. S'il n'évacue pas périodiquement, c'est un problème parce que après avoir fini de former l'urine au niveau des reins, ça descend à travers, par les tuyaux, par les conduits. Donc s'il n'évacue pas périodiquement, ça va sortir directement sans avoir prendre un temps. Et la vessie a pour rôle ici d'emmagasiner, de stocker l'urine jusqu'à une certaine quantité. Et je vais le donner au niveau de l'étude anatomique que la quantité d'urine dans la vessie peut être à 300 ml à 400 ml. C'est arrivé à ce niveau que la vessie se contracte. Et une fois que la vessie se contracte, vas-y, c'est une explication, c'est pas suivi. C'est-à-dire une fois que l'urine arrive au niveau de la vessie, ça prend un temps jusqu'à ce que l'urine la vessie soit remplie. Et une fois que la vessie est remplie, je devrais déjà parler de la quantité d'urine qui doit être dans la vessie. C'est plus de 300 ml à 400 ml. Et une fois que la vessie est remplie, ça se contracte. Cette contraction elle est automatique. Cette contraction automatique va faire arriver à l'urètre. Si c'est l'urètre, va faire arriver à l'urètre quelques gouttes d'urine. À ce moment, on aura envie d'uriner là, on ne peut plus attendre. Après ça, c'était la définition de l'appareil, de l'appareil urinaire. On va définir ce qu'on appelle l'urine avant d'entamer la formation de l'urine. L'urine, c'est quoi? On entend parler souvent de l'urine, on l'utilise souvent. C'est quoi on appelle l'urine? Oui. L'urine, c'est une chose légèrement salée. L'urine est un liquide jaune, clair ou limpide, qui est légèrement acide, dont son pH varie de 5 à 6. Et il est fabriqué par le rein. Maintenant, nous allons parler à la formation de l'urine, c'est-à-dire comment est-ce que l'urine se forme. L'organisme produit des déchets lors de leur fonctionnement. Le dioxyde de carbone, l'urée, ceux-ci sont transportés par le sang. C'est-à-dire, les aliments que nous consommons, une fois que les aliments sont au niveau de l'organisme, ils se versent dans le sang. Et le sang les transporte. Comment dirais-je? L'accumulation des déchets sont toxiques pour l'organisme. L'accumulation des déchets sont toxiques pour l'organisme. Le dioxyde de carbone est rejeté au niveau du poumon. Et une fois que le dioxyde de carbone est rejeté au niveau du poumon, les autres déchets sont pris en charge par les deux reins. Les autres déchets sont pris en charge par les deux reins. Les 5 litres du sang qui composent notre corps passent 36 fois au niveau du rein. Et une fois que ces 5 litres du sang passent 5 fois dans les reins, et cela explique qu'il y a 180 litres qui transitent dans notre rein à chaque jour. Et une fois que ces 180 litres transitent dans notre rein à chaque jour, et une fois que le sang rentre au niveau du rein, il est chargé d'impuretés qui sont d'abord filtrées avant d'être évacuées. Et cette filtration est appelée ici la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire ici, c'est la première formation de l'urine primitive. Et la formation glomérulaire, 20% du plasma passe le glomérule pour gagner le type urinifère en formant de l'urine primitive. Ici, nous avons ici le rein. C'est-à-dire quoi? On a pris un rein ici, on lui a divisé par sa longueur. Il nous a donné la coupe longitudinale. Le rein qui est là, c'est le rein qu'on appelle la coupe longitudinale. Parce qu'on a pris le rein ici, on l'a divisé au milieu. C'est ce qu'il nous a donné. Donc tout ce qui se trouve dans le rein se trouve également ici. Est-ce que vous comprenez? Ici,
nous avons ici ce qu'on appelle le néphron. Le néphron qui est là, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Le néphron qui est là, sans ce néphron, l'urine ne peut rien faire. C'est l'unité structurale, fonctionnelle du rein. Sans ce néphron, l'urine ne pourra rien faire. Nous avons également, le bassinet. Le bassinet qui aboutit vers l'urine. C'est le bassinet qui est là, il est de couleur blanche. Dans le document, il y a, oui, ici. Il y a ce document, voici le bassinet ici, il est de couleur blanche. C'est le bassinet qui est là. C'est le couleur blanc. Ça part, c'est qui? Donc, nous avons ici, le néphron. Après le néphron, nous avons ici ce qu'on appelle les pyramides. Les pyramides, il a la forme, sous forme de comme ça. Il a la forme d'un pyramide, comme les pyramides d'Égypte. Ceux qui ont vu la photo des pyramides d'Égypte, nous avons également les pyramides. C'est-à-dire qu'il y a un organe dans les reins qui a la forme des pyramides. Et cela a été découvert par un grand biologiste du nom de Marcello Malpighi. Il est né en 1628 et décédé en 1684. C'est sa photo qui est là. Ce monsieur est un grand biologiste d'origine italienne. Il a été le premier grand savant qui nous a fait croire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un organe dans l'oreille qui a la forme de pyramide. Et directement, on lui a décelé son nom. On appelle ça les pyramides de Malpighi. Le monsieur, il s'appelait Marcello Malpighi. Donc, directement, on lui a décelé son nom, les pyramides de Malpighi. Il était d'origine italienne. Donc, dans cette pyramide ici, on constate qu'il y a des néphrons. Et les néphrons, je vous ai bel et bien dit que c'est l'unité structurelle fonctionnelle du rein. Ça, c'est néphrons. L'urine, le rein ne peut bien faire. Donc, ces néphrons ont plus ils sont au nombre de plus d'1 million dans chaque rein. C'est que les deux reins ont plus de 2 millions de néphrons. Est-ce que vous comprenez? Les deux reins ont plus de 2 millions de néphrons. Donc, et ces pyramides ici, ils sont au nombre de. D'autres disent qu'ils sont au nombre de 6 à 8, et d'autres disent qu'ils sont au nombre de 10 à 18. Moi, d'après mes recherches, les pyramides ici, ils sont au nombre de 10 à 18 dans chaque rein. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, une fois que le plasma traverse les 20% du plasma passe le tube, le glomérule pour gagner le tube urinaire en formant de l'urine primitive. Et cette urine primitive est composée de sels minéraux, de glucose, de l'eau, acide aminé. Pour la première fois, ces urines primitives, quand on dit urine primitive, on parlait de la première formation de l'urine. Ces glucoses doivent passer avec acide aminé. Tout ceci vont passer lors de la première formation de l'urine par le néphron. Et le néphron, il a la forme d'un tamis. Il a les petits trous. Vous-même, vous attendez la filtration. On dit la filtration glomérulière. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle filtre. Même si dans les motos, dans les voitures, il y a les filtres. C'est les filtres là qui empêchent, aux motos d'avoir tellement de poussière. Souvent, les gens enlèvent ces filtres et envoient au garage afin de pouvoir les nettoyer et de les mettre dans la moto. Donc aussi, l'organisme, le rein, a pour filtre. Ce filtre-là, il ne laisse pas passer des grosses molécules. Et une fois qu'il laisse passer des grosses molécules, c'est une maladie. Et également, nous allons essayer d'entamer ici, on va essayer d'entamer ici ces maladies. Et quand on quitte ici, quand on quitte au niveau du néphron, si on va partir plus loin, nous avons ici ce qu'on appelle encore le néphron. C'est le néphron qui est là. C'est quelque chose, il est dans l'organisme, ça tourne, c'est sous forme de ressort, tellement que c'est nombreux. J'ai dit, il y a plus de 2 millions d'exemplaires dans les deux reins. 2 millions d'exemplaires dans les deux reins, les néphrons. Ici, c'est les artères qui sont là, mais tellement que c'est petit, on les appelle les artérioles. Est-ce que vous me comprenez? Ici, c'est les veines. Mais tellement c'est petit, on les appelle les vénules. Donc, ici, c'est le premier qui est là. C'est le centre de filtration du sang. Et une fois que le sang arrive à ce niveau, le sang va se retourner. Et une fois que le sang se retourne, les déchets vont rester. Les déchets qui resteront seront filtrés par le néphron. Ces petites molécules vont passer lors de la première formation de l'urine.
ceci vont passer. Donc, nous avons ici le type contourné. Le type contourné et nous avons ici le type collecteur. C'est le type contourné qui est là, plus le type collecteur qui nous donne ici le tubule. Est-ce que vous comprenez? C'est qui nous donne ici le tubule. Quand on quitte au niveau de la filtration glomérulaire, on va essayer d'entamer la réabsorption tubulaire. Ça également c'est la deuxième formation de l'urine, la réabsorption tubulaire. On dit ici, la réabsorption tubulaire, certaines substances utiles pour l'organisme sont réabsorbées par le sang. Et la totalité du glucose et l'acide amylique sont réabsorbés également. C'est-à-dire quoi? Les substances, je vais le bien dire que le néphron laisse passer les petites molécules et non les grosses molécules. Et le glucose, acide amylique, tout ceci font partie des grosses molécules. Mais pour la première formation de l'urine primitive, on verra qu'il y a la présence de ces glucoses. Et au fur et à mesure qu'on évolue, il sera réabsorbé par le sang parce qu'il n'y aura pas de passage, il sera réabsorbé directement par le sang. Ceci, on va aller avec le sang et les petites molécules seront transformées comme étant l'urine définitive. Alors, la réabsorption tubulaire ici, nous allons venir au niveau de ces grands schémas et il nous résume ce qu'on appelle ici la réabsorption tubulaire. On dit certaines substances qui sont utiles à l'organisme sont réabsorbées par le sang, la totalité du glucose et l'acide amylique sont réabsorbés. Voyons, ce que nous avons ici, c'est la première formation de l'urine, ce qu'on appelle de l'urine primitive. Ici, nous avons l'eau. Quand l'eau a continué d'aller, on s'est rendu compte qu'une partie de l'eau est partie dans le sang. C'est le sang qui est là. C'est le sang qui est là. C'est le sang qui est là. Quand l'eau a commencé d'être transformée, on s'est rendu compte qu'une partie de l'eau est dans le sang. Ce qui veut dire que le sang est composé de l'eau encore. Et au niveau du glucose, quand le glucose a commencé de s'évoluer, on s'est rendu compte que la totalité du glucose a été réabsorbée. C'est-à-dire qu'il n'a pas continué, tandis qu'une partie de l'eau a été réabsorbée, le reste a été transformé. Maintenant, au niveau du glucose, on s'est rendu compte que la totalité du glucose a été réabsorbée par le sang. Les sels minéraux. Une partie des sels minéraux ont été réabsorbés par le sang. Ce qui veut dire que le sang compose aussi des sels minéraux et le reste a été réabsorbé par l'urine. Nous avons encore urée, acide urique. La totalité de l'urée et acide urique, ceci sont les décès, ont été transformés par l'urine définitive. C'est ce qu'est là l'urine définitive. C'est ce qu'est là l'urine définitive et ce qui est là c'est le sang. Donc les grosses molécules n'ont pas eu de passage, ceux-ci n'ont pas pu passer. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont été réabsorbés par le sang et les petites molécules ont été transformées comme étant l'urine définitive. Donc ici, quand on nous demande seulement qu'est-ce que c'est que la réabsorption tubulaire, la réabsorption tubulaire, c'est lorsque les substances ne sont pas utiles pour l'organisme, il sera réabsorbé par le sang. Et l'exemple de ces grosses molécules, on a le glucose. Il y a tant d'autres. Les lipides font partie également. L'albumine fait partie également, mais nous avons écrit ici seulement que le glucose, la totalité du glucose a été réabsorbée et les autres ont été transformés comme état d'urine primitive. Après cela, nous allons entamer la troisième partie qu'on appelle ici la sécrétion tubulaire. La sécrétion tubulaire ici, le rein par sa capacité à travers le néphron synthétise ou fabrique de nouvelles substances. Et ces nouvelles substances, c'est quoi? On a le pigment ici. Est-ce que le pigment est présent lors de la formation primitive? Il n'est pas présent lors de la formation primitive, mais tandis qu'on le voit lors de la formation définitive de l'urine. On le voit lors de la formation définitive de l'urine. Et d'où il est venu, qui va me dire cela? C'est-à-dire quoi? Le pigment qui est là, le pigment ici, il est appelé encore urochrome. On peut l'appeler pigment, on peut l'appeler urochrome. Donc, lors de la formation primitive, il est absent dans l'urine primitive. Mais tandis que lors de la formation définitive, il est présent. Et qui va me dire cela? Cela est posé par quoi?
président, il est venu d'où? De Pygma. Il est encore appelé pyrochrome. Celui qui ne connaît pas son nom Pygma peut l'appeler pyrochrome. Lors de la formation définitive, lors de la formation primitive, c'est-à-dire lors de la première formation, il est absent. Mais lors de la deuxième formation, lors de la formation définitive, il est présent. Cela est dû à quoi? Et il est venu d'où? Les pigments ont été formés par l'horaire lui-même. Et l'ammoniac ainsi ont été fabriqués par l'horaire lui-même. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas présents dans l'urine primitive, mais ils sont présents dans l'urine définitive. C'est-à-dire qu'ils ont été fabriqués par l'horaire lui-même. C'est la raison pour laquelle le pigment est présent dans l'urine définitive. Après, ça c'était, comment dire, la formation de l'urine. C'est du bien faire un tableau ici. On va faire ce qu'on appelle la composition de l'urine. Oui. Chlorine. Dans l'urine. Précisément le chlorure de sodium. C'est ainsi que les chimistes ont décelé la présence de phosphate et de sulfate dans l'urine. Est-ce que vous comprendre? Je dis quand on parle des constituants normaux de l'urine, l'urine est composée de 7 minéraux, des acides hydriques, de l'eau et tant d'autres. Maintenant, si nous prenons un tube à échelle contenant de l'urine, on va essayer d'ajouter le nitrate dans AgNO3. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Nous allons remarquer qu'il y a un précipité blanc qui noircit. Et cela implique quoi? Cela implique qu'il y a le chlorure dans l'urine. Et précisément le chlorure de sodium. C'est ainsi que les chimistes ont décelé la présence de phosphate et sulfate dans l'urine. Donc, partout où on vous demande de citer, on va faire un tableau où nous allons également citer les constituants normaux de l'urine et les constituants anormaux de l'urine. Parce que ce qu'on fait le BPC l'an passé, je pense que ça a été venu, on dit de faire le tableau, comment dire ça, en donnant les constituants normaux et les constituants anormaux de l'urine, ça a été venu. Donc, il se peut encore que ça fasse cette année. Donc, on va essayer de donner ces constituants normaux et anormaux de l'urine. Maintenant, après cela, nous allons entamer ce qu'on appelle les constituants anormaux de l'urine. Le premier constituant anormal de l'urine, c'est l'albumine. L'albumine est le premier constituant anormal de l'urine. Ça murmure. L'albumine est le premier constituant anormal de l'urine. Je vais retirer ton téléphone. On ajoute de l'urine. Si on ajoute de l'urine quelques acides éthanoïques, et on va essayer de chauffer un peu la partie inférieure. Quand on va essayer de chauffer un peu la partie inférieure, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide va troubler. Et lorsque le liquide va troubler, on se rend compte qu'il y a l'albumine dans l'urine. Et après l'albumine, on a glucose, qu'on appelle glucosurie. C'est-à-dire quoi? Et après le glucose, la présence du glucose dans l'urine est anormale. Après le glucose, nous avons les hématites, qu'on appelle ici les globules rouges, la présence du sang dans l'urine, qu'on appelle l'hématurie. La présence de l'hématurie encore dans l'urine est une anormale. Comment est anormale? Donc, il ne doit pas avoir la présence de l'albumine, du glucose, et ensuite les lipides. Il ne doit pas avoir toutes ces substances dans l'urine. Une fois qu'il a ces substances dans l'urine, c'est qu'il a un problème au niveau des néphrons. Et le néphron aussi, le néphron encore peut être obligé. Et quand le néphron est obligé, on ne peut rien faire. Même l'être humain, on peut être obligé. Aujourd'hui, tu ne fais que travailler ton jeune frère. Un jour, il va dire vraiment, mon frère, moi je suis fatigué, là je n'ai rien fait. Dans le néphron, si on peut aussi fatiguer. Quand on soulage trop le néphron, il peut. Déposez mon sac, hein? Et quand le néphron est épuisé, il ne pourra plus. Il ne pourra plus filtrer, il ne pourra plus filtrer les déchets. Donc, tous les déchets qui viendront vont passer. Donc, c'est ainsi qu'il y aura la présence du sang et tant d'autres dans l'urine. Et on va éviter tout cela. Pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter d'abuser trop, le néphron, qui est le structure fonctionnelle du rein. Parce que j'avais le bien dit, sans les néphrons, le rein lui ne peut rien faire. C'est les néphrons qui permettent au rein de fonctionner. Le rein lui ne fait rien. C'est le néphron qui le permet
d'avoir, c'est le nephron qui fabrique l'urine. Après avoir fini de filtrer, et ça vient au niveau de l'urètre. Et quand ça vient au niveau de l'urètre, ça vient au niveau de la vessie. C'est un autre qui est le magasin, le lieu d'articulation. C'est un dépotoir. Donc c'était ça aussi qu'on pouvait dire au niveau des constituants anormaux de l'urine. Maintenant, ici on va parler de la composition de l'urine. On va parler également de la composition de l'urine. Ici nous avons un tableau ici. Et ce grand tableau nous résume encore la composition de l'urine. Ici c'est les principaux constituants en grammes par litre. Ici c'est le plasma sanguin. Ici c'est l'urine normale. Regardons bien. L'eau, ils sont au nombre de 910 dans le plasma sanguin. Dans l'urine normale, c'est 950. Les protéines, les lipides, les glucides, ils sont en grande quantité. Ils sont présents dans le plasma sanguin, mais dans l'urine normale, ils sont absents. Nous avons le chlorure de sodium, l'urée, acide urique. L'acide urique, ils sont présents dans le plasma sanguin, ils sont en grande quantité dans l'urine normale. Nous avons l'ammoniac, pigments et acides organiques, ils sont absents dans le plasma sanguin, mais ils sont en grande quantité dans l'urine normale. Et la composition de l'urine ici par rapport au plasma sanguin nous montre que certains éléments sont présents. Certains éléments sont présents dans le plasma, mais ils sont absents dans l'urine. Ce sont lesquels nous avons les protéines, les lipides et les glucoses. Maintenant, ils sont présents dans le plasma sanguin, mais absents dans l'urine normale. Et j'appelle le verbe ici, on dit la totalité du glucose sera réabsorbée par le sang. Et parce que c'est les grosses molécules. On dit ici le nephron ne laisse pas passer les petites molécules. Maintenant, c'est les petites molécules qui doivent passer. Mais toutes les molécules qui sont, les grosses molécules seront réabsorbées par le sang. C'est pourquoi il y a également, le glucose est au nombre de 1 ici, mais dans l'urine normale, il est absent. Les lipides également. Les protéines également, tous ceux-ci sont les constituants anormaux de l'urine, on ne doit pas les voir dans l'urine. Nous avons également le chlorure de sodium, l'urée, acide urique, ils sont présents, dans le plasma sanguin, ils sont en grande quantité dans l'urine. Certains éléments sont en plus grande quantité. Certains éléments sont en plus grande quantité dans l'urine normale que dans le plasma. Ce sont les chlorures de sodium et l'urée. Parce que quoi, le chlorure de sodium ici, quand on a fait un exemple ici, parce qu'au niveau de des constituants normaux de l'urine, si j'ai bel et bien, si nous prenons un tube à échelle contenant de l'urine, et qu'on va essayer d'ajouter le nitrate d'argent qui a pour formule AgNO3, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il y a une précipité blanche qui noircit. Et cette précipité blanche qui noircit implique qu'il y a le chlorure dans l'urine, précisément le chlorure de sodium. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi que les chimistes ont décelé la présence de phosphate et sulfate dans l'urine. C'est pourquoi ils sont en grande quantité dans l'urine normale que dans le sang. Nous avons également l'acide urique, ammoniac, le pigment l'urochrome. Ici c'est la partie jaune. L'urochrome ici, le pigment là, c'est ce qui nous permet de rendre l'urine jaune. On appelle ça urochrome. C'est ce qui nous permet de rendre l'urine jaune. Maintenant, on a acide urique, ammoniac, le pigment et acide aminé. Ceux-ci sont absents dans le plasma, mais ils sont en grande quantité dans l'urine normale. Ceux-ci ont été fabriqués par le rein lui-même. Et on dit ici, certains éléments sont absents dans le plasma sanguin, mais ils sont présents dans l'urine normale. Ce sont l'ammoniac, le pigment, acide organique et tant d'autres. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, on vous demande seulement de faire la composition de l'urine. Il ne suffit pas d'aller trop loin et faire quoi avec ces petits tableaux. Là, ça pourra te permettre à résumer la composition de l'urine. On dirait ici, l'urine est composée de quoi? L'urine est composée de l'eau, de chlorure de sodium, urée, acide urique, ammoniac, le pigment ou urochrome et les acides organiques.
Donc, après cela, nous allons essayer d'entamer ce qu'on appelle le rôle que le rein joue. Oui, quels sont les rôles que le rein joue? Le rein joue quel rôle? Oui. 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 Merci. Qui d'autre? Le rôle du rein. Le rein joue quel rôle? Ici, le rein joue deux principaux rôles. L'épuration et la régulation. Le rôle épurateur et le rôle régulateur. Le rôle épurateur le rôle épurateur permet à l'organisme de se débarrasser des déchets en retirant le sang. Et les déchets vont rester. Ça, c'est le rôle de l'épurateur. Ça permet, de se débarrasser des déchets. C'est-à-dire, il va se débarrasser des déchets en retirant l'urine. C'est-à-dire, l'urine va monter et le déchet va rester. Le déchet qui restera sera filtré par le rein. C'est là-bas où on a parlé de la filtration glomérulière. Après l'épuration, on a ce qu'on appelle le rôle épurateur. Le rôle régulateur. Le rôle régulateur ici consiste à maintenir la constance du sang, c'est-à-dire il permet d'équilibrer le sang. Comment dirais-je? Je vais devoir faire ça. Oui, le rôle des régulateurs ici consiste à maintenir la constance, c'est-à-dire il permet d'équilibrer ici le sang en se débarrassant à l'excès de chlorure de sodium et du glucose. Oui, en se débarrassant à l'excès de chlorure de sodium qui sont ici les déchets et le glucose. Il va se débarrasser le sang va se débarrasser de ces déchets et le sang va remonter. Et une fois que le sang monte, ça vient au niveau du poumon. Donc, les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire ici sur l'excrétion urinaire ou l'appareil urinaire. Si le professeur a quelque chose à ajouter, et le professeur pourra ajouter tout ce que j'avais à vous donner sur l'appareil urinaire, c'était ça. Merci.